Morning News. L'Union européenne prête à adopter des sanctions contre les autorités de la transition, une annonce qui intervient une dizaine de jours après le sommet d'Accra. Le festival Irako tiendra sa première édition dans quelques jours. Pour l'occasion, les organisateurs ont tenu un point de presse, les détails à suivre. La Russie présente son chasseur Sukhoi Su-75 au Salon aéronautique de Dubaï. Des précisions dans la page internationale. Vous suivez Djoliba TV News. Bienvenue à tous dans ce journal Djoliba Morning News. Ce communiqué pour commencer. Les derniers soldats français ont quitté Tessalit hier, indique un communiqué de l'état-major français. Le transfert du camp aux forces armées maliennes a été précédé par des entraînements pour faire face à la menace terroriste. Nous poursuivons avec l'actualité concernant le Mali. 10 jours après le sommet d'Accra, les 27 membres de l'Union européenne sont unanimes pour prendre des sanctions contre les autorités de la transition. Une annonce faite par Jean-Yves Le Drian à sa sortie du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui s'est réuni lundi à Bruxelles. Haruna Salia Kone. À la suite de la CEDEAO, l'Union européenne s'engouffre dans la brèche des sanctions contre le Mali. Les 27 États membres de l'UE se sont mis d'accord pour adopter un cadre légal de sanctions contre les autorités maliennes. Cette décision de l'Union fait suite, selon le chef de la diplomatie française, à une sollicitation de la CEDEAO. La mise en œuvre de sanctions à l'égard des autorités du Mali qui ne mettraient pas en œuvre le processus de transition démocratique, en répondant à cela à la demande de la communauté économique des États d'Afrique occidentale, la CEDEAO, qui avait sollicité à cet égard les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne en soutien des sanctions qu'eux-mêmes ont prises à l'égard de certaines autorités du Mali qui ne mettent pas en œuvre les décisions de la transition démocratique. Dans la même veine, Jean-Yves Le Drian affirme que l'Union européenne a trouvé un consensus pour sanctionner le groupe Wagner. Une mesure dissuasive contre toute intervention éventuelle du groupe au Mali. Il y a aussi affirmation et volonté commune de décider du cadre juridique de sanctions qui seront mises en œuvre contre la société Wagner. Il y a une menace d'intervention au Mali et l'Union européenne a décidé de mettre en œuvre un cadre juridique pour engager des sanctions contre la société Wagner, à la fois les membres de la société et les sociétés qui travaillent directement avec cette société Wagner. Donc c'est une mesure importante. Il est à rappeler que la CEDEAO a imposé le 7 novembre dernier des sanctions individuelles aux autorités de la transition en raison du retard pris dans l'organisation des élections. Ces sanctions vont de l'interdiction de voyage au gel de leurs avoirs. Dans la dynamique de la tenue des assises nationales de la refondation de l'État prévue à Bamako du 20 au 26 décembre prochain, le collectif pour la refondation du Mali a initié ce mardi 16 novembre 2021 une conférence de presse au carrefour des jeunes de Bamako. Objectif, informer sur les grandes lignes des termes de référence de ces prochaines concertations. Écoutons quelques réactions au micro de Aïssata Traoré et de El Hadji Malik Guiteye. Aujourd'hui, la cérémonie qui nous réunit est basée essentiellement à l'appropriation des thématiques des assises nationales de refondation du Mali et aussi permettre à chaque participant de se doter des informations par rapport à la refondation. Et avec les consignes du président du collectif honorable Fousseni Ouattara, la commission scientifique a travaillé sur les thématiques, sur un certain nombre d'éléments qui doivent être approfondis au cours de cette cérémonie, au cours de cet atelier. 600, il y a un panel de haute personnalité, donc président Goïta, Assimi Ayota. Pour conduire à bien les assises nationales de la refondation, un panel constitué de hautes personnalités a été mis en place et travaille en étroite collaboration avec le département de la refondation de l'État. Ni Hashim Koumarebo au Nyamgoya la, olu ka baara de ye sa ka organisation kɛ ka koɲa in labɛn. Donc u bɛna ci bila u ma waati kunkurunni na
En prélude aux assises, vous aurez des séances de travaux avec eux sur les différentes thématiques et faire part de vos préoccupations. Langongo Mali ka refondé au Corée un erreur de folo kanga changer folo. Parce que Agnabala Mali be yorom nabi. Si nous voulons une refondation du Mali, le changement doit venir d'abord de nous en premier. Donc ne Mali ka sinilasiki de beka nyanabo un erreur de kanga na ka kumaola amanga ko to mogore bulotu surtout ka fokamato dugwereka Mali ko nyanabo encore. Ces assises à venir seront l'occasion pour toutes les couches sociopolitiques et culturelles de se prononcer sur le devenir du Mali. Constitution Au carrefour des crises sanitaires, sécuritaires, politiques et des mutations technologiques, construisons des médias résilients au service des citoyens africains. Tel est le thème central de la 9e édition du Festival international sur la liberté d'expression et de la presse FILEP, tenu du 10 au 13 novembre 2021 à Ouagadougou dans la salle de conférence du Conseil burkinabé des chargeurs. Le but est de susciter la réflexion et prospecter de meilleures conditions d'exercice du métier de journaliste et s'adapter aux exigences du moment. Les travaux d'ouverture de ce festival étaient présidés par le représentant du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, M. Dramane Nignan. Cette 9e édition du FILEP a regroupé des journalistes d'investigation venus de plus de 21 pays africains, de la France, du Danemark, avec comme principal objectif soutenir la dynamique de défense de la liberté d'expression et de la presse sur le continent africain. L'association Andrag Mali a tenu une assemblée générale ce lundi 15 novembre 2021 avec comme objectif sensibiliser et informer les autorités de la transition sur les revenus annuels de la pratique du dragage. Reportage Fantadjara et Moussa Tembini. Ils étaient nombreux à participer à l'Assemblée générale tenue à Kangaba qui avait pour but d'interpeller les autorités de la transition sur la question de l'arrêt des dragues sur le fleuve Niger. Le président du Front pour l'émergence et le renouveau au Mali se prononce. Ce beau monde, ce monde de travail peut permettre de soutenir la transition et de mobiliser les ressources dont les Maliens ont besoin. Il demande aux autorités maliennes de faire un moratoire sur l'interdiction de l'exploitation d'or par dragage. Il ne s'oppose pas à la loi, mais il demande en toute humilité aux autorités de la transition de suspendre cette interdiction pour les permettre de faire leurs activités. Et aussi, il demande aux autorités de la transition de mettre en place une commission spéciale qui va enquêter sur les allégations mensongères qui ont conduit à l'interdiction du dragage. Ils sont prêts à se soumettre au dernier mot des autorités et Fer Mali est là pour jouer ce rôle d'interface entre les exploitants d'or par dragage et les autorités maliennes que nous soutenons fermement. Ayant les mêmes objectifs, Djibril Diallo, ingénieur et géologue minier, affirme que seule la sensibilisation et l'organisation du secteur minier peuvent contribuer à la préservation de l'environnement. Toute activité au monde a des conséquences sur l'environnement si elle n'est pas contrôlée, si elle n'est pas encadrée. Bon, le problème du dragage se trouve à ce niveau. C'est que c'est une activité qui n'est pas encadrée, c'est une activité qui n'est pas organisée et c'est une activité qui n'est pas contrôlée. Donc du coup, ça crée des problèmes environnementaux qui vont avoir des conséquences sur la nature humaine, l'écosystème. Mais maintenant, ces problèmes environnementaux, on peut bien trouver des solutions lorsqu'on va s'asseoir, discuter, à former, à sensibiliser ces acteurs qui font le dragage. Très prochainement, les acteurs du milieu entendent mener d'autres actions afin que leurs doléances soient prises en compte. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, en partenariat avec WaterAid, ont animé ce mardi 16 novembre une conférence de presse dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des toilettes. Adama Sanogo pour le compte-rendu. La Journée mondiale des toilettes est célébrée le 19 novembre de chaque année à travers le monde. Pour l'occasion, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement
et du développement durable en partenariat avec Waterhead ne sont pas restés en marge de cette célébration. Le thème retenu pour cette année au Mali est « Qui souffre du manque de toilettes ». La journée, c'était pour communiquer sur la journée mondiale des toilettes, c'est-à-dire sensibiliser le grand public par rapport aux impacts néfastes de l'insuffisance du banc des toilettes sur la santé des populations. Donc c'était pour un peu alerter l'opinion, pour que nous puissions avoir des toilettes dignes de ce nom, pour vraiment sauvegarder la santé et le développement de toutes les populations du Mali. Au Mali, les personnes qui ont accès aux toilettes qui répondent aux normes sont peu, soutient Alassane Maïga. Au Mali, les chiffres de GMP 2020 disent que c'est 35% de la population malienne qui ont accès aux toilettes. 35%. Ça, c'est un chiffre. Il y a une avancée, mais il y a lieu de faire beaucoup plus par rapport aux toilettes. Donc l'état des toilettes aujourd'hui, si ça existe, ça reste à améliorer. Pour avoir des toilettes saines qui garantissent la santé de tout un chacun, notre interlocuteur affirme que l'État et la population ont un grand rôle à jouer. Et non seulement le gouvernement doit travailler, et les collectivités doivent travailler par rapport à ça, mais aussi les communautés, les populations. Nous devons adopter des comportements dignes de ce nom. Donc le changement de comportement est nécessaire pour que vraiment, même si on a des latrines, il faut que ces latrines-là soient entretenues, il faut que ces latrines-là répondent aux normes, il faut que nous-mêmes nous entretenons les latrines pour préserver notre santé. À ce niveau, il y a beaucoup d'efforts à faire. Pour rappel, la Journée mondiale des toilettes, à l'origine, a été créée par l'Organisation mondiale des toilettes en 2001 afin de mettre l'accent sur l'importance des toilettes. Ils sont nombreux à Para-Djikoroni, près du fleuve, à fabriquer les pirogues. Ce métier est aujourd'hui la source de gagne-pain de nombreux pères de famille. Notre reporter Adama Sanogo est allé à la rencontre de ces braves hommes, suivant son reportage. À Para-Djikoroni, sur les berges du fleuve Niger, ils sont près de 300 personnes à fabriquer les pirogues. Ce métier est un dur labeur de longue haleine et de chaîne. Sans confort et souvent sous la pluie, ils se livrent à ce métier avec passion et dévouement. Ouma Savadogo est un doyen qui évolue dans ce milieu depuis 30 ans. De quoi est composée une pirogue? Nous ne tarderons pas à le découvrir. On fabrique la pirogue avec les plantes de caïcédra, les dogora, les guénous, les sacs, les goudrons. Le bois constitue la matière première d'une pirogue. Sans lui, difficile de la concevoir. À cet effet, les différents types de bois utilisés proviennent de différentes villes du Mali, soutient Modibo Traoré, un autre doyen de ce milieu. Il a à son actif près d'une quarantaine d'années d'expérience. Ces bois proviennent de Kenyeba, entre Ouassoulou et la frontière de la Côte d'Ivoire. Les bois de la région de Bougouni ont diminué. Les pirogues sont composées de 3 types et chacun a son prix en fonction de sa grosseur. Le bois est devenu très cher. La grosse pirogue de 10 mètres est vendue à 1 250 000. La moyenne à 1 150 000. La petite à 950 000. Direction chez Albert Touré, toujours sur les berges du fleuve Niger. Il est considéré comme le spécialiste de la réparation des pirogues en mauvais état. Les pirogues sont réparées à différents prix, notamment 250 000, 300 000, 900 000 et 1 million. Cette réparation des pirogues se fait en fonction d'un processus, explique Ouma Savadogo. La pirogue peut faire 3 ans sans que sa forme de départ ne soit déformée. Chaque 6 mois, il faut la réparer. Ça peut être aussi chaque 3 mois ou 2 mois.
Comme le dit cet adage, après le boulot, c'est la récompense. Les fabricants de pirogues, notamment les jeunes, tirent beaucoup d'avantages de ce métier. Je me suis marié grâce à ce métier. J'ai acheté un terrain, puis je l'ai construit. Si tu achètes une pirogue à 1 million, si tu as quelqu'un de bien, dans 6 mois, tu peux avoir des bénéfices. Ce métier se passe entre les bois qui pèsent plusieurs kilos et les marteaux. Il n'est donc pas sans risque. De ce fait, il a été même à l'origine de la mort d'un des fabricants de pirogues. Fabriquer la pirogue sous-entend beaucoup de risques. On peut se blesser. Nous avons même perdu un collègue dans un accident. La pirogue est tombée sur lui. À cela s'ajoutent autres difficultés qui nuisent parfois au bon fonctionnement du boulot. Il y avait des usines avant, maintenant elles n'existent plus. Avant, les kilos du bois étaient 175 francs. Aujourd'hui, c'est 275 francs. Le non-respect du délai convenu avec les clients pose également des torts aux fabricants de pirogues. Ce qui rend aussi difficile ce métier, c'est notre rapport avec les clients. S'ils commandent chez nous, nous leur donnons un délai, 20 jours ou 1 mois. Souvent, nous avons du mal à respecter ces délais. Cependant, ces braves artisans déplorent l'absence d'un syndicat dédié en leur nom. De ce fait, ils s'arrangent pour défendre eux-mêmes leurs intérêts lorsqu'ils sont menacés. Voilà, et pour l'image du jour, nous allons parler de l'île des Antipodes. C'est à 735 km au sud-est de la Nouvelle-Zélande qu'il faut chercher les îles Antipodes sur une carte. La superficie totale de cet archipel est de l'ordre de 63 km², dont 60 km² pour l'île principale. Géologiquement, l'archipel est jeune. Il a émergé de l'océan suite à une importante activité volcanique il y a 1 à 2 millions d'années. Les îles Antipodes sont donc entièrement volcaniques, formées de dépôts de cendres et de lave. D'impressionnantes falaises de plusieurs centaines de mètres de hauteur cernent l'île principale presque dans sa totalité. L'archipel fut découvert le 26 mars 1800 par Henry Waterhouse, commandant le navire britannique Reliance. 3 ans plus tard, son beau-frère George Bass reçut l'autorisation d'exploiter sa licence qui lui donnait le monopole de la pêche dans la région. Il quitta l'Australie la même année, mais ne revint jamais de ce voyage. Entre 1805 et 1807, 80 personnes vécurent sur l'île principale dans le but d'exploiter la fourrure des otaries. Celles-ci furent rapidement décimées, tant et si bien qu'en 1807, la présence des navires de chasse dans la zone ne fut qu'exceptionnelle. L'histoire de ces îles est également tristement célèbre en raison de 3 naufrages, dont en 1893 le Spirit of the Dawn, dont les 11 survivants sur les 18 survécurent 3 mois sur l'île avant d'être récupérés. À noter également le naufrage du président Felix Faure en 1908 et en 1999, celui du Totoror qui coûta la vie à 2 personnes. La végétation de l'île est largement dominée par la présence de
Poa litorosa qui peut atteindre 2 mètres de hauteur par endroit. 150 autres espèces de plantes ont été répertoriées à ce jour, dont 4 endémiques. Les îles Antipodes ont la particularité de ne pas avoir subi l'introduction massive d'animaux non indigènes. Les oiseaux s'y reproduisent donc en toute quiétude. Parmi les oiseaux marins, citons surtout l'albatros des Antipodes, dont le dernier recensement dès les années 1990 estimait la population à 9000 couples. Maintenant, voici l'actualité internationale. Une vidéo publiée par le Comité national des frontières du Bélarus montre les autorités polonaises utilisant des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour repousser les migrants rassemblés au poste frontière de Kozinica-Bruzgi. Les migrants ont attaqué nos soldats et nos agents avec des pierres et tentent de détruire la clôture et de pénétrer en Pologne, a déclaré le ministère polonais de la Défense pour justifier l'utilisation des canons à eau. Le Premier ministre Jean Castex a estimé mardi que le Bélarus instrumentalise de manière inhumaine et éhontée les flux migratoires dans la crise en cours de la frontière polonaise afin de déstabiliser l'Union européenne. Les Occidentaux accusent Minsk d'orchestrer depuis l'été des mouvements migratoires à partir du Moyen-Orient vers les frontières orientales de l'Union européenne, ce que les autorités bélarusses démontrent. Dénonçant une stratégie humaine grave, M. Castex a notamment plaidé pour aider à l'accueil des personnes en besoin de protection. Il faut aussi maintenir une pression très forte sur les autorités biélorusses, a insisté le chef du gouvernement en citant les différents paquets de sanctions adoptés ou en cours d'examen au niveau de l'UE. Cette crise ne fait que confirmer la nécessité de refonder même notre politique commune en matière d'asile et d'immigration, a souligné M. Castex, qui souhaite avancer sans plus attendre sur le pacte asile et immigration proposé par la Commission en septembre 2020, notamment dans le cadre de la présidence française de l'Union à compter du 1er janvier prochain. La Russie présente une maquette de son chasseur léger Sukhoi Su-75 Checkmate, récemment dévoilé, un avion de combat concurrent du F-35 Lightning II américain lors du salon aéronautique de Dubaï 2021. Airbus a frappé fort en décrochant dimanche une commande groupée de 255 avions monocouloirs A321 par 4 compagnies en ouverture du salon aéronautique de Dubaï, le premier d'ampleur depuis le début de la pandémie. Avec cette annonce, l'avionneur européen confirme l'ascendant pris sur son rival américain Boeing, qui ne s'est présenté qu'avec une commande pour la conversion en avion cargo de 11 B737 d'ancienne génération. La méga commande d'Airbus émane de 4 compagnies aériennes appartenant à la société d'investissement américaine spécialisée dans le transport aérien Indigo Partners. Et l'avionneur européen a de longues années de production devant lui avec plus de 7500 monocouloirs dans son carnet de commandes. C'était un phénomène naissant avant le Covid, où nous ne pouvions tout simplement pas convertir suffisamment de 737, a affirmé des journalistes le président de la division service de Boeing, Ted Colbert. Boeing dit prévoir un besoin de 1720 conversions d'avions passagers en avions cargo au cours des 20 prochaines années et avoir déjà obtenu plus de 200 commandes et intentions de la part de 19 clients. De son côté, ATR, le constructeur européen d'avions régionaux, a profité du premier jour du salon pour annoncer la commande de 7 ATR 72 pour la compagnie espagnole Binter Canarias et la roumaine Tarum. Le président Volodymyr Zelensky annonce une rémunération aux Ukrainiens ayant reçu 2 doses de vaccin contre le Covid-19 pour encourager ses compatriotes largement méfiants à se faire immuniser.
Toute personne ayant reçu 2 doses pourra recevoir 35 € rapidement et facilement via l'application DIA. Avec cet argent, vous pouvez acheter un billet pour la salle de sport ou le club de fitness, visiter un cinéma, un théâtre, un musée, une salle de concert ou un centre d'exposition. Ou vous pouvez acheter des billets de transport pour voyager à l'intérieur du pays. Nous sommes heureux car le taux d'hospitalisation du Covid a diminué de 13%. Pour la première fois au cours des 3 derniers mois, le nombre de personnes sorties de l'hôpital est supérieur au nombre d'hospitalisations. Ne ralentissons pas et faites-nous vacciner de la même manière, voire plus cette semaine. Nous avons dépassé les pics de cette vague. Le système médical commence à respirer plus facilement. Nous avons suffisamment d'oxygène pour faciliter la respiration de tous les patients. Le pays d'environ 40 millions d'habitants fait face depuis des semaines à sa pire vague de nouveaux coronavirus portés par le variant Delta, plus contagieux, et la méfiance de la population vis-à-vis des vaccins. La vaccination s'est accélérée en octobre sous la pression des autorités qui ont mis en place des restrictions pour les non-vaccinés, comme l'obligation de montrer un pass sanitaire pour accéder à certains lieux publics. Mais à ce jour, seulement 28% des Ukrainiens ont reçu 2 doses de vaccin anti-Covid, a indiqué lundi le ministre de la Santé. Adieu les matchs où les parieurs venus galvaniser des combats 100% masculins dans une ambiance survoltée. Le meeting Stade Limpiné de Bangkok, temple de la boxe taille fermée au public depuis des mois, profite de la pandémie pour se métamorphoser au risque de perdre son âme. Avant la crise, des centaines de Thaïlandais s'entêtaient sous des néons criards autour du ring, hurlant pour encourager les boxeurs. Le stade de Lupuni est la Mecque du Muay Thai et le Muay Thai représente la Thaïlande dans son ensemble. C'est pourquoi je vais révolutionner les stades. Mais le jeu et les paris sportifs est ce qui empêche le Muay Thai de progresser. Le stade Lumpini a énormément changé. Avant, seuls les seuls combattants masculins étaient autorisés à se battre. Alors, la première combattante à boxer ici me rend fière et ravie. C'est très différent de combattre sans public. Avant le Covid-19, il y avait beaucoup de gens qui m'encourageaient et ça me vaut beaucoup d'énergie pour me battre. Mais quand il n'y a pas de foule, je dois me forcer à continuer. J'ai pensé à arrêter le sport car il n'y avait aucun revenu pendant la pandémie et j'ai dû devenir chauffeur pour Grab pour subvenir à mes besoins. Je ne gagnais que 300 à 400 bahts par jour en tant que chauffeur et ce n'était pas vraiment suffisant. Avant la pandémie, je gagnais environ 70 000 à 90 000 bahts par combat. Mais maintenant, je ne gagne plus que 30 000 à 40 000 bahts par combat. Les jours de grands matchs, plus d'1 million de dollars étaient pariés en un après-midi. Mars 2020, tout s'arrête. Le premier foyer de Covid-19 de Thaïlande est découvert dans la salle immédiatement fermée. Aujourd'hui, seules des retransmissions télévisées sont organisées dans l'arène vide. Nous vous l'annoncions en début d'édition. La première édition du festival Yereko se tiendra du 18 au 19 novembre 2021 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ à Bamako. Premier du genre, ce festival est organisé par un consortium d'hommes de culture évoluant dans des domaines comme le cinéma, le théâtre, l'humour. L'objectif, selon les organisateurs, est de rendre un hommage mérité aux grandes figures du monde de la culture malienne. Aussi, inciter la jeune génération à côtoyer les professionnels de la culture. Plus de détails avec Alou Konaté, membre du comité d'organisation. Il est au micro de Amadou Diallo. Nous nous sommes organisés entre hommes de culture, cinéastes, comédiens, communicateurs, hommes de théâtre. On a dit on va organiser un spectacle au cours duquel on va faire venir des anciens, des gens qui à un moment donné ont porté au haut le drapeau malien dans le domaine de la comédie, qui sont presque aujourd'hui à l'homme que beaucoup ont oublié. On va les faire ressortir, les ramener sur le plancher et en même temps faire venir les jeunes talentueux aujourd'hui qui sont là, les humoristes, les amener en même temps sur le plancher pour que les gens puissent les voir ensemble. Une manière d'amener les jeunes à l'école des anciens.
Donc les anciens vont leur donner des conseils pour qu'ils puissent vraiment comprendre le métier. Ensuite, leur dire comment se comporter devant le public et comment un comédien doit porter un message dans des situations comme nous vivons aujourd'hui au Mali. C'est des conférences, débats qui seront animés par des anciens comme Bougnere, comme Issa Koulibaly. Et le deuxième jour, vendredi, la nuit, c'est au Palais de la Culture. C'est ça le clou du spectacle. Il y aura des prestations d'artistes musicaux et il y aura aussi des comédiens qui vont prester. Des comédiens anciens comme nouveaux. Anciens comme Bougnere par exemple, comme Diawara, comme Herbin, comme Catherine, comme Safi Sidibé. Voilà, c'est tout pour ce Joliba Morning News. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Morning News.